Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer notre webinaire. Bienvenue à tous les participants. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui va traiter d'un thème qui nous semble, du moins pour la Tunisie, assez important, qui sont les possibilités de relocalisation en Tunisie post-Covid. Donc, avant de faire une présentation de ce webinaire et des panélistes, donc, nous, on a appelé ce webinaire possibilité de relocalisation post-Covid. Je voudrais vous informer que la Tunisie est un pays Covid-safe. Et ça, c'est très important. Sachez que la Tunisie, jusqu'à hier, donc, a enregistré à peu près 1159 cas, dont 1023 qui sont guéris. Donc, très important à savoir, c'est un pays safe. Vous pouvez d'ailleurs venir même en tant que touriste en Tunisie. Donc, sachez que le pays est Covid-safe. On n'a eu que 50 décès et actuellement, il n'y a que 86 personnes qui portent ce virus, qui sont essentiellement des Tunisiens qui ont été donc rapatriés de l'étranger. Là, j'ai voulu insister sur ce point parce que c'est important maintenant de trouver des sites d'implantation qui sont Covid-safe. Et ça, à mon avis, c'est très important comme critère aussi d'implantation actuellement. Donc, je me présente, Habib Gaïda, je suis le directeur de la Chambre de commerce tuniso-française à Tunis. Nous sommes à vos dispositions aussi pour vous aider à prospecter le marché tunisien, si vous voulez exporter, chercher du sourcing et aussi à vous implanter en Tunisie en collaboration avec nos amis de la TIA et de la FIPA et d'autres structures actuellement en Tunisie. Pourquoi on a donc choisi ce webinaire? Et comme vous le savez certainement, cette crise de Covid a montré en fait la fragilité de la chaîne mondiale actuelle de production. Et beaucoup de décideurs, aussi bien au niveau en politique industrielle, réfléchissent maintenant à de nouveaux modes de production qui privilégieraient plus la proximité logistique et la sécurisation des approvisionnements. Et là, on va vous présenter l'exemple de la Tunisie et on va notamment insister sur le secteur automobile. Très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, là, on va donner la parole en priorité à M. Balir Ben Sultan, qui est le directeur général de la TIA, la Tunisian Investment Authority, qui est une structure publique chargée, bien sûr, d'être l'interlocuteur unique des investisseurs, notamment pour les grands projets, mais également, donc, elle est la structure qui doit conseiller l'État en matière de stratégie d'implantation, d'investissement et aussi de modification de la loi pour l'amélioration des conditions d'implantation et de l'environnement des affaires en Tunisie. Nous donnerons la parole par la suite à une entreprise française implantée en Tunisie, un témoignage assez intéressant, vous allez le voir, M. Aïssa Mejbeli, qui est le directeur du patron de Gontas Tunisie, qui est une société spécialisée notamment dans le décolletage et des produits pour l'automobile. Et enfin, nous donnerons la parole à M. Olaf Babinet, qui est le directeur donc, Global Location and Strategy chez Deloitte Consulting. Voilà, très rapidement, Sibelir, je vous donne la parole. Merci infiniment, cher Habib, pour l'introduction. Donc, voilà, donc, pour partager ma présentation, une seconde. Donc, voilà. Il y a un autre participant qui partage, donc je pense qu'il doit sortir. Donc, là, c'est possible. Voilà. Donc, j'ai un écran. Voilà. Donc, vous voyez bien la présentation. Donc, bonjour à tous, très ravi de prendre part à cette rencontre. Et je tiens tout d'abord à remercier la Chambre tuniso-française pour le commerce et l'industrie, ainsi que le réseau des CCI France Internationale d'avoir associé la TIA à cette initiative. Je voudrais à cet effet mettre l'accent lors de mon intervention donc, sur les facteurs d'attractivité du site Tunisie,
avec un focus spécifique, comme l'a mentionné déjà Sihbib, sur le secteur auto et les possibilités qui pourraient intéresser les entreprises françaises à la recherche de sites de proximité. Donc, en effet, plusieurs facteurs ont fait de la Tunisie une destination attractive, donc pour l'investissement en général et pour l'investissement dans le secteur automobile en particulier, à savoir une position stratégique très intéressante, donc pour desservir les marchés de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord également, de l'Afrique et aussi du Maghreb, grâce notamment aux accords de libre-échange qui sont déjà en place. Deuxièmement, je dirais l'existence d'un pool de talents reconnu au niveau international que régional pour ses compétences et la qualité de sa formation. D'ailleurs, plus de 65 000 diplômés rejoignent le marché de l'emploi par an, dont 10% sont des ingénieurs, donc, ce qui reflète un peu l'importance de cet atout-là. L'existence également d'un cluster automobile regroupant une quarantaine d'entreprises couvrant la majorité des maillons de la chaîne de valeur du secteur. S'ajoute à cela également un environnement des affaires favorable à l'investissement, régi par un cadre réglementaire incitatif visant à promouvoir l'investissement, le développement régional également, et les activités de recherche et développement, et qui consacre, donc, ce cadre-là, la liberté d'investissement pour la plupart des activités. Donc, avec bien évidemment le libre accès à la propriété foncière pour la mise en œuvre donc, de projets d'investissement. Une infrastructure importante, des installations portuaires et un réseau de communication développé et fiable, ce qui a pu rendre de manière générale le site Tunisie parmi les plus attractifs. Il est le plus attractif d'ailleurs en Afrique du Nord et parmi les plus attractifs d'Afrique selon les principaux classements économiques internationaux en matière d'innovation et de recherche et développement. Donc, si je passe à la deuxième slide, donc, ces atouts, je dirais, sont appuyés par une forte offre foncière, donc orientée vers la création de valeur. Aujourd'hui, la Tunisie compte plus de 150 zones industrielles couvrant plus de 10 000 hectares. D'autres zones donc, sont dédiées qui seront programmées pour les prochaines années avec un prix moyen donc, du mètre carré très intéressant en cours de commercialisation. Donc, je citerai à peu près la moyenne de 12 € par mètre carré en termes d'acquisition et celui de la location annuelle du mètre carré industriel aux alentours de 45 € par mètre. Avec l'existence également d'une dizaine de pôles de compétitivité et de technopoles répartis sur l'ensemble du territoire tunisien donc, et articulés autour des secteurs porteurs de l'économie tunisienne. Donc, l'emplacement stratégique, comme vous le savez, est conjugué avec une infrastructure industrielle orientée vers l'innovation et la création de valeur, sont consolidés par une logistique moderne et fiable. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, donc, avec des délais de livraison très courts, donc entre 3 à 4 jours maximum, à 2 heures de vol des principales capitales européennes et à 24 heures donc, de navigation des principaux ports maritimes méditerranéens, donc avec des procédures de dédouanement également simplifiées et généralement effectuées au sein de l'entreprise. L'atout majeur, je dirais, du site Tunisie demeure incontestablement l'existence d'un pool de talents spécialisés et performants donc, dans des disciplines en lien avec l'industrie des composants auto. Aujourd'hui, on compte plus de 6 500 ingénieurs par an dans des spécialités telles que le génie industriel, électrique et électronique, le mécanique également, l'électromécanique et la mécatronique.
donc favorisant ainsi aussi bien les activités de production que le développement des activités de conception et de recherche et développement. Donc la disponibilité d'un savoir-faire et d'un middle management à 100% tunisien sont aujourd'hui, on est fiers de le mentionner, sont reconnus par plusieurs entreprises internationales grâce à une offre de compétences à tous les niveaux managériaux. Donc, la majorité des sites, par exemple des groupes internationaux implantés en Tunisie, sont dirigés par des Tunisiens. Donc, et parfois, on trouve sur 1000 employés, 1000 salariés, 1 à 2 expats maximum. À titre d'exemple, peut-être pour refléter un peu la compétence de nos ressources humaines, le SUV 100% électrique de la marque Audi, donc le QS6, est équipé par des câblages développés en Tunisie. D'autres solutions de télématique et de e-mobility pour les OEM à l'échelle internationale sont également développées par des compétences tunisiennes qui développent également le software de l'antenne intelligente en partenariat avec Continental, par exemple, et Paro. Ce vivier de talents que la Tunisie dispose est reconnu également par des coûts salariaux les plus compétitifs dans la région. À la compétitivité également du facteur humain, donc s'ajoute également la compétitivité des facteurs de production, donc aussi bien en termes de services qu'infrastructures. Et on est fier également de mentionner que la Tunisie est un site best cost et c'est une réalité. Donc la réalité, elle est là. Donc on invite donc nos entreprises françaises à explorer donc les opportunités dans ce sens-là. Des atouts qui ont contribué au développement du secteur, qui connaît une dynamique remarquable actuellement, avec une densification de son tissu industriel, notamment portée par l'implantation de nouveaux acteurs donc, étrangers de premier plan. La filière compte aujourd'hui plus de 280 entreprises, donc, aussi bien nationales qu'internationales, avec un taux moyen de croissance en termes de nombre d'implantations d'à peu près 5% depuis l'an 2000, donc, et qui opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc 50% à participation étrangère sur le total de 280, avec 70 entreprises françaises opérant dans ce secteur en Tunisie. Le volume de production du secteur a atteint près de 2,3 milliards d'euros en 2019, avec un volume d'exportation d'environ 2 milliards d'euros, qui place la Tunisie parmi les 3 premiers exportateurs de composants auto en Afrique. Et parmi les 10 premiers fournisseurs de l'Europe en système de câblage. À ce titre, je dirais que il convient de signaler que 21% des exportations du secteur sont destinées au marché français, contre 37% pour l'Allemagne et 11% pour l'Italie. Le secteur contribue également à raison de 15% du total des emplois du secteur, avec plus de 100 000 emplois, avec une valeur ajoutée de 38%. Les principales activités, donc si on peut passer à la slide suivante, les principales activités concernent aussi bien le câblage automobile et les connecteurs, les composants électriques et électroniques, la plasturgie, les composants mécaniques, le software et l'informatique également, donc, qui sont des activités très intéressantes et c'est le futur de l'auto. Donc, ce n'est pas uniquement l'auto, mais tous les secteurs industriels donc, sont concernés par ce point-là. La conception et le développement, les produits en cuir et textile et également les pièces de rechange. Donc, vous voyez là sur
sur ce slide, donc en termes de cartographie. Donc, je dirais qu'en dépit des mutations mondiales et les retombées de la crise actuelle, le site Tunisie se confirme davantage, et ce à travers les chiffres des investissements récents enregistrés sur la période 2019 et les 5 premiers mois de 2020, dont le montant d'investissement est supérieur à 5 millions d'euros. Ce sont des investissements que l'ATIA gère exclusivement. La Tunisie a affiché un bilan d'investissement d'à peu près 110 millions d'euros pour 8 nouvelles décisions d'investissement, promettant la création de plus de 12 000 postes d'emploi supplémentaires dans le cadre de cette nouvelle approche adoptée par l'ATIA pour la facilitation de l'investissement et la création d'emplois en Tunisie. Donc, c'est une approche basée sur le service de proximité, d'écoute et d'accompagnement afin d'identifier et répondre aux besoins des entreprises. À peu près 63% des projets, comme vous le voyez, correspondent à des opérations d'extension, donc des entreprises déjà établies, ce qui confirme leur confiance dans le site Tunisie et leur volonté d'expansion de leurs activités. Les projets déclarés couvrent également principalement plutôt la branche d'activité câblage et connecteurs pour auto, avec 75% du montant total des investissements, ainsi que les activités de châssis et carrosserie et accessoires en cuir et textile pour automobiles. L'analyse de cette cartographie des investissements récents dans le secteur montre également une forte présence des investissements internationaux qui représentent plus de 85% de l'enveloppe totale, soit à peu près 90 millions d'euros, et permettent la création de 91% des emplois déclarés, avec la présence de grands groupes de nationalité américaine, japonaise et allemande. Une cartographie confirme l'intérêt qu'éprouvent les groupes internationaux pour l'implantation et le développement des sites de production, mais aussi l'intégration des activités à haute valeur ajoutée, telles que la conception, l'activité R&D et pour les modules et systèmes également. Parmi les principaux acteurs, je citerai Actia, par exemple, spécialisé dans le développement des modules pour moteurs électriques, qui sont en grande partie faites par des filiales tunisiennes. Donc, on trouve également Forestia, Bontaz, vous allez avoir une idée sur leur expérience ici en Tunisie, KVA et ST Microélectronique et pas mal d'autres acteurs. En guise de conclusion, je dirais que malgré les enjeux de la volatilité des marchés mondiaux suite à la crise actuelle et les besoins de relocalisation de grands groupes internationaux pour essentiellement faire face aux challenges rencontrés par certains pays à cause de la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement dans certains secteurs, nous demeurons confiants que le site Tunisie peut renforcer son positionnement comme étant une destination nearshore, de proximité et de best cost. Donc, le plus important, c'est le best cost et la facilité dans la réalisation des projets. Aussi bien pour l'Europe en général, je dirais, que pour la France en particulier. Donc, nous avons des liens historiques avec nos amis français. Donc, c'est le premier investisseur en Tunisie, avec plus de 1400 entreprises qui opèrent actuellement. Mais on a besoin de voir encore plus dans des secteurs et des niches de haute valeur ajoutée, encore une fois. Notamment pour les secteurs fleurants de notre pays, à savoir l'automobile, donc le cas d'aujourd'hui, l'aéronautique également, le secteur du pharma, l'éthique, là où ça tourne autour de toutes les autres activités.
Donc, nous avons également construit autour de ces secteurs-là des propositions de valeur donc à destination des investisseurs afin de faciliter leur implantation. Et on est là pour les accompagner, bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, Sirbi. Les propositions de valeur donc, qui vont évoluer donc, pour répondre à ces besoins-là. C'est les besoins de nouvelles filières dans les secteurs des industries automobiles et aéronautiques et qui pourront naître suite à cette crise également. Donc, dans les activités de maintenance, je dirais, et de reconditionnement des aéronefs, les activités de fabrication de sièges auto, tout ce qui est intérieur des avions, les composants auto pour les voitures donc, connectées et les voitures électriques écologiques en phase avec les objectifs du développement durable. Voilà, je m'arrête ici, Sir Habib, donc je vous remercie pour cette opportunité et je reste à la disposition de l'audience de ce matin pour toute question. Merci Sylbelir. Donc, merci pour cette présentation. Donc, si on récapitule très rapidement maintenant pourquoi donc, la Tunisie est une destination donc, à privilégier. Donc, là, Sylbelir l'a bien précisé, la proximité donc, logistique, 22 à 24 heures de bateau maximum. Ça, c'est important au lieu d'attendre des bateaux qui mettent 15 jours de Chine ou d'autres pays. 3 heures de vol des principales capitales européennes. Moi, personnellement, je connais des chefs d'entreprise qui ont fait l'aller-retour dans la journée. Donc, ils ont pris un vol 7h moins le quart de Roissy jusqu'à Tunis et sont rentrés l'après-midi. Donc, ça, c'est important, de la proximité logistique. L'existence, donc le deuxième facteur, l'existence de cadres et de main-d'œuvre bien formés. Donc, Sylbelir l'a bien précisé, la plupart maintenant des cadres qui dirigent les entreprises étrangères en Tunisie sont des Tunisiens. Vous allez voir l'exemple de Issam Gemli tout à l'heure de Bonta, ça c'est important. Et puis, quand même, il faut parler de coûts, et les coûts salariaux sont très compétitifs en Tunisie. Pour votre information, le SMIC mensuel en Tunisie est de moins de 300 €. Donc ça, c'est important donc, à prendre en compte. Maintenant, on va passer la parole donc, à une entreprise française qui s'est implantée en Tunisie. Et vous allez voir que cette entreprise qui a découvert le niveau des cas tunisiens, qui a évolué de la production, même vers la conception de pièces, etc. Je passe la parole à Issam Gemli, donc le patron de Bontas Tunisie. Allez-y, Issam. Bonjour tout le monde, merci Serbib, merci Sylbelir pour l'intervention, merci de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. Je me présente, je suis Issam Gemli, directeur du site de Bontas Tunisie depuis 2015, mais je suis à Bontas depuis 2008, de formation ingénieur en instrumentation et maintenance industrielle de l'INSAT. Donc je vais partager avec vous l'expérience de Bontas et vous présenter un peu la société et l'implantation en Tunisie. Donc, la société Bontas, il y a un passage entre l'industrie vers l'industrie automobile. Déjà, l'aventure a commencé à 55 ans et elle a été créée en 1965 par M. Yves Bontas. L'entreprise, elle travaillait tout d'abord dans le décolletage dans la zone des vallées. C'est une zone très connue par le décolletage. Après, 30 ans plus tard, elle s'est spécialisée dans la conception de l'assemblage des pièces pour les moteurs dans le secteur automobile. Essentiellement, ce sont des pièces qui vont dans la lubrification et le refroidissement des pistons automobiles. Donc, le chiffre d'affaires, c'est une expérience de 50 ans. 94%, c'est de l'export sur une surface totale du groupe de 140 000 m², avec 4 000 employés et 192 millions de pièces produites par an. Le chiffre d'affaires en 2019 était 286 millions d'euros. Et on vise avant Covid d'atteindre les 313 millions d'euros, mais un peu de ralentissement. Le site, le groupe, il est certifié en IATF 16949 et ISO 14001
1. Il y a une équipe de vente et de recherche-développement à disposition avec plus de 80 personnes dédiées au développement, avec 55 ingénieurs utilisant CATIA, Creo, différents logiciels de connexion et des échanges de données techniques, 10 gestionnaires de comptes et 5 représentants commerciaux à travers le monde avec les contacts clients. Donc, la localisation du groupe, le groupe se trouve un peu partout dans le monde, dans les 5 continents. La première filiale, la mise en mer, elle est à Marna, Cluse, donc le premier site. Le deuxième site, ou bien le premier site en dehors de la France, c'était la République tchèque, qui existe toujours, mais il est en effectif très réduit. Le site d'après, c'est la Tunisie. Donc, la Tunisie, elle compte actuellement, on va voir après plus de détails du site tunisien. Il y a un site au Maroc, il y a au Portugal, il y a en Amérique, il y a au Brésil, il y a un site en Corée, Japon et 2 sites en Chine, un site en Inde. Donc, si on veut, le groupe est présent dans 11 pays dans le monde avec 22 usines. En fait, il y a des usines qui font l'assemblage pour les pièces pour le secteur automobile. Il y a des sites qui sont dans le groupe BIS, des filiales du groupe, qui font la partie décolletage, c'est les tubes et les corps. On va voir un peu plus les pièces après. Donc, le site de Bantas Tunisie, il a été créé en 2008. Donc, il compte actuellement 872 employés avec une surface totale de 7000 m², des 60 millions de pièces par an produites. C'est l'équivalent de 32% du volume produit par le groupe, tout le groupe, avec 93 références produites. On est bien évidemment certifié IATF 16949 depuis 2018 parce qu'il y a l'évolution de la certification. Avant, c'était ISO TS 16949. Et on est aussi certifié ISO 14001 depuis 2011 avec la nouvelle version aussi depuis 2016, la nouvelle version 2015. Donc, le chiffre d'affaires, il est à peu près de 50 millions d'euros en 2019. On voit, il y a des périodes où on a atteint un peu le maximum, mais avec la réouverture des différentes autres filiales, il y a un changement de stratégie pour équilibrer un peu les projets. Donc, les principaux clients, donc, on fait des pièces pour pratiquement 80% des constructeurs automobiles. Pour le site tunisien, on livre des pièces pour Audi, pour BMW, pour Caterpillar, pour FCA, pour CNH, pour DAF, pour Daimler, pour Ferrari, pour Ford, GM, Iveco, Jaguar, Perkins, Packard, Navistar, MAN, donc les Volvo Trucks, Polaris, Peugeot bien évidemment exclusif, Renault, Nissan, SLPT, VM Motor et Volkswagen. Donc, pratiquement, on livre la majorité des clients automobiles et on livre les usines moteurs de ces constructeurs automobiles. Donc, ça, c'est le panel des clients. Là, c'est le type de pièces qu'on fabrique. C'est des pièces, des gicleurs de refroidissement. Ce sont des pièces qui vont dans le piston du moteur et qui servent pour refroidir et lubrifier le piston. Donc, ça va de l'autre côté de la chambre de combustion et c'est un mécanisme clapet qui ouvre et ferme avec un clapet à l'intérieur selon la pression d'huile dans le moteur. Donc, si le moteur il est en mode de ralentissement, on ne vient pas lubrifier les pistons et à chaque fois où il y a de la chaleur qui augmente au niveau du moteur, il y a une ouverture progressive pour ouvrir sur le circuit d'huile afin de refroidir les pistons. Donc ça, c'est les pièces, les différentes géométries des pièces et les formes géométriques, ça épouse les différentes contraintes mécaniques qui sont au niveau du moteur. Donc, ce qui nous distingue aussi, c'est la partie conception, la partie industrialisation. Depuis 2014, on est
on fait la conception des process parce que nous, on fait nos machines avec lesquelles on fasse des productions des pièces. Donc, on fait la conception avec une équipe d'ingénieurs qui font la conception. Avant, c'était sur SolidWorks. Actuellement, on fait sur Creo. Donc, on reçoit les plans des produits, on fait les conceptions process, toute la ligne, les index, les flowcharts, tout ce qui concerne la partie industrialisation des process. Donc, on fait la conception. On fait aussi la fabrication mécanique. On est équipé de 4 Moriseki, une tour numérique, à part ce qui est conventionnel, machine fil. Donc, on est équipé par tout ce qu'il faut pour faire les pièces. Donc, on fait ce que vous voyez dans la photo en bas, c'est un plateau qui fait 4 mètres sur 3 mètres qui a été livré en Chine. Donc, c'est des plateaux tournants pour faire la forme géométrique des pièces. Donc, comme j'ai dit, on fait la conception, on fait la fabrication des pièces mécaniques, on fait l'assemblage et encore, on fait l'automatisation avec la création des armoires électriques et les programmes automatiques pour le fonctionnement des machines. On fait aussi le besoin pour la Tunisie. S'il y a des nouveaux projets qui sont affectés pour la Tunisie, c'est fabriqué en Tunisie. On livre aussi les différentes filiales, à savoir le Maroc, Chine, Inde et Brésil. Nous, on est exclusivement les spécialistes dans la fabrication des lignes de production pour les gicleurs de refroidissement. On fait sortir par an à peu près 40 lignes de production pour les différents projets un peu dans le monde. Donc aussi, il y a des laboratoires, certainement, pour notamment la partie 3D, les mesures 3D, parce que chaque posage mécanique qui est fait nécessite des précisions et nécessite des prises de contrôle de conformité par rapport au plan client. On fait aussi des mesures 2D, on fait les contrôles pollution par des machines EDAC. Ça pour répondre exactement aux exigences clients, les CSR. Et on fait encore l'étalonnage des moyens de mesure, les piges, surtout dimensionnelles. Donc ça, c'est les ateliers de production avec un magasin de stockage matières premières. Après, il y a des opérations d'assemblage manuel, des opérations de préparation brasage. Ici, on passe les pièces dans les fours, c'est l'opération de brasage. Le visuel brasage dans un endroit un peu calme pour vérifier les conformités des pièces. Après, c'est les restes des opérations. On fait la partie clapée et la forme géométrique des pièces. Donc, tout ça sur 7000 m². Donc, sur l'année 2019, on avait beaucoup de réussite, surtout au niveau des résultats des audits avec clients. On était audité par General Motors et on est certifié BQS. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont certifiés BQS. PSA, il y avait des audits de certification PCPA et il y avait aussi un audit où on était certifié QSB+. Des audits GCB, c'est un nouveau client pour le site. C'est un audit qui a permis aussi d'attribuer le marché à Vantaz. On avait un audit CNH, audit de propreté. Donc, on est le site le plus propre de tous les fournisseurs de BMW. Donc, le score 9,52 sur 10, on est les seuls dans le panel de BMW où on a ce score. On était aussi audité par Perkins et on était audité par un géant américain dans les pompes à huile qui s'appelle SLPT. L'audit, c'était un audit pour attribuer le marché soit à Vantaz, soit à d'autres concurrents, soit d'un site dans les filiales de Vantaz. Donc, il y a beaucoup de détails qui ont fait la différence et surtout, notamment, les compétences du personnel du site de Vantaz tunisien qui a fait la différence entre interfiliales et qui a fait la différence entre la Chine et un concurrent américain. Donc, ça, c'était le point d'entrée pour attribuer des marchés à Vantaz. Et on a un marché qui a été attribué. Ce sont 2 références qui vont démarrer fin de cette année.
Donc, pour moi, c'est une très grande réussite. Déjà, on a eu des félicitations du groupe et du directeur des USA par la qualité de l'audit qui s'est passé au niveau de notre site. Donc là, on est le seul site dans le groupe où on est awardé par General Motors. On était en déplacement avec mon responsable qualité. On est le Supplier Quality Excellence Award. C'est la première fois qu'un site dans le groupe qui a cet award, et on est assujetti aussi, vu les résultats qualité, pour le JM 2019 Supplier Quality Excellence Award. On est Gold Caterpillar Supplier Quality Excellence Process et on vise le Platinum qui est pratiquement jouable sur l'année 2019. Là, c'est le certificat QSB+. Autre chose, autre fierté, c'est être certifié Q1 de chez Ford. Et ça, je ne connais pas des sociétés en Tunisie qui sont certifiées Q1. Ça, on a beaucoup passé du temps, d'efforts pour avoir cette certification. Et on a été honoré par la présence du propriétaire du groupe pour fêter avec nous cette certification. Donc, pour Bantaz, donc tout ça, ça nous a amené à faire une extension du site. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est la partie actuelle. Et ce que vous voyez là, c'est la partie extension future avec les vues 3D du site prochainement et avec l'état d'avancement des travaux. Donc, là, c'est le site actuel, c'est une superficie d'à peu près 7000 m². Donc, en total, il y aura à peu près 14 000 m² sur les deux sites. Et ce sont deux sites communicants avec une partie qui va être, le site, il va être consacré pour les électrovannes. Donc, je n'ai pas mis des photos d'électrovannes, mais on le mettra pour la prochaine fois. Donc, il y a des pièces avec une salle grise, une salle propre avec une zone d'injection plastique. C'est une autre activité. Donc, tout ça, c'était jusqu'au 15 mars. Donc là, ce que je vais présenter, c'est le Bantaz en post-Covid. Donc, l'état des lieux, une baisse drastique du chiffre d'affaires. Donc, sur le mois d'avril, on était à moins 75% du chiffre d'affaires. Le mois de mai, moins 72%. Juin, on va être à moins 35%. Juillet, à moins 30%. Août, à moins 22%. Septembre, à moins 20% du chiffre d'affaires du groupe. Tous les clients sont fermés, donc c'était le mois de mars-avril. Pas de vision sur la reprise, des messages EDI n'étaient pas si clairs ni fiables au niveau de nos clients. Le marché chinois instable malgré la reprise de l'activité, on est à peu près à 50% du chiffre d'affaires. Le marché européen incertain et le marché américain en fermeture totale. Donc tout ça, la situation de Bantaz Tunisie pendant la période de confinement et pendant la période d'après, c'est que bon, on a donné les salaires à tout le monde au mois d'avril, y compris une augmentation de salaire avec effet rétroactif depuis le mois de janvier, idem pour le mois de mai, mais essentiellement, c'est le maintien de l'investissement qui a été effectué en Tunisie, qui a été attribué. C'est le seul investissement. Je m'attarde un peu sur ça parce qu'il y avait beaucoup d'autres investissements dans le groupe. Il y avait un message très clair de la direction générale pour dire arrêtez tout investissement, il faut investir seulement aux besoins pour la production, sauf l'extension pour le site tunisien. Donc ça, si ça montre qu'il y a une volonté du groupe d'investir en Tunisie parce qu'il y a des choses qui sont un peu rassurantes malgré la situation, malgré la conjoncture, malgré la situation générale. Donc, ils ont quand même maintenu l'investissement. C'est un investissement qui est de plus de 6 millions d'euros de bâtiments et à peu près 10 millions d'euros d'équipement. Donc, l'extension, elle est maintenue. Il y a quand même une confirmation des projets Electrovan, des clients DAF, SLPT USA et Volkswagen. Volkswagen, c'est un très grand marché qui a été attribué pour les sites tunisiens et qui s'accélère. Ça veut dire, après le post-Covid, c'est quelque chose qui se sent en train de s'accélérer. Autre chose qui s'accélère, c'est la délocalisation de la production du site République tchèque. Donc, il y aura l'équivalent de 280 opérateurs sur 2 ans. Le premier transfert sera le mois de septembre 2020, c'est juste après les vacances d'été, après le mois d'août. Il y aura le premier transfert et il y a tout un planning
où on aura à peu près 8 lignes qui seront transférées et en production jusqu'au 31 mars 2021. Donc, les choses ils vont aller vite parce qu'il y a du quick win en se délocalisant en Tunisie. Il y a des gains secs rapidement, comme le démarrage de la livraison directe pour les clients dans le bassin sud-méditerranéen, donc surtout notamment pour l'Italie. Donc, il y aura un gain annuel à peu près de 50 000 euros seulement sur 3 clients. Et ça, c'est un gain sur saving sur des livraisons. Au lieu qu'on livre de notre filiale qui est à Marna vers les sites de production, ça va être de la Tunisie et quand même, ça coûte moins cher. Parce que nous, dans la phase supply chain, on est le site le mieux placé en benchmark en termes de coûts supply chain, malgré qu'on est loin, par exemple, par rapport aux autres filiales. De République tchèque vers des sites en Italie, ça coûte plus cher que de traverser la mer et aller directement vers le site italien. Et démarrage de la livraison directe Ford, ça c'est l'output de tout ce qui est la certification Q1 qui nous permet de livrer directement Ford et le démarrage il commencera le mois de novembre 2020. Pourquoi la Tunisie? Parce que pour moi il y a 3 choses qui marquent la Tunisie. C'est la meilleure performance qualité. Donc si on se compare nous entre filiales, entre groupes, on est classé le number one. En termes de qualité, en termes de performance aussi. Et il y a les meilleurs coûts entre les filiales du groupe. C'est des pays, on est parmi les pays best cost. En termes de main-d'œuvre, ça c'est primordial. Et en termes de supply chain, comme je vous ai dit, en termes de transport, nous, on a fait aussi beaucoup de projets, des plateformes export. On a fait des plateformes à Marna, une plateforme à Gênes. Et on a fait même des plateformes en termes d'import pour essayer de diminuer les coûts avec des projets aussi supply chain, différents projets. Et la dernière chose, c'est une très bonne compétence de l'ensemble du personnel MOD et MOI avec des rémunérations très compétitives par rapport à les interfiliales, par rapport au groupe et par rapport aux autres pays. Voilà. Donc, merci, Serissam. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, on va donner la parole à M. Babinette parce que le temps est très… Et puis, je ferai une conclusion à la fin. Olaf, je te passe la parole. Donc, oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Mais là, en plein écran. Ouais. C'est bon? Tout est bon? C'est bien. Très bien. Allez. Très bien. Donc, merci Sam de votre présentation et qui est en fait une très bonne introduction à ce que je compte maintenant vous délivrer. Ce que je souhaite en fait vous montrer aujourd'hui, c'est comment, de façon assez paradoxale, la crise Covid va aider la Tunisie à encore mieux se positionner sur cet échiquier des investissements directs étrangers d'un point de vue, d'un point de vue donc même global. Tout d'abord, il est important de mieux comprendre comment une décision d'investissement dans un pays ou dans un site se prend ou est prise par les entreprises ou leurs conseillers. Avec cette page, en fait, tout se passe entre… c'est une analyse entre 2 facteurs importants. D'un côté, tout ce qui est côté coût, ce que vous pouvez voir en bas de l'écran, et de l'autre côté, tout ce qui est lié aux aspects conditions opérationnelles. L'aspect coût, de façon traditionnelle, c'est un élément clé. À la fois les coûts de tout ce qui est main-d'œuvre, les coûts de tout ce qui est logistique, les coûts de tout ce qui est construction, mais aussi évidemment tout ce qui est taxes et tout ce qui est aide financière pour les grands et les petits projets. Ça, c'est l'aspect coût. D'un autre côté, vous avez les entreprises prennent aussi leur temps à bien analyser tout ce qui est conditions opérationnelles.
Et parmi ces conditions opérationnelles, je ne vais pas tous les citer parce qu'on a moins de temps, mais vous en avez 6 ou 7 les plus importantes. Parmi celles-là, peut-être que je peux m'aventurer sur tout ce qui est talent, tout ce qui est donc ressources humaines. Évidemment, lorsqu'une entreprise va essayer de choisir un pays ou un site, il faut s'assurer que dans ce pays ou dans ce site, tout ce qui est bassin d'emploi est pérenne et l'entreprise pourra effectivement trouver l'ensemble de ses employés, non seulement à court terme, mais aussi à tout ce qui est moyen terme et tout ce qui est long terme. Il est important aussi, lorsqu'on compare les pays entre eux, de voir quelles sont les règles donc sociales qui s'appliquent. Est-ce qu'il est facile d'embaucher? Est-ce qu'il est facile aussi parfois donc, de terminer un contrat avec un employé? Vous avez un autre élément important, un autre facteur de l'utilisation important dans tout ce qui est opérationnel, c'est tout ce qui est évidemment lié aux aspects risques. Donc les risques pays, le risque politique, le risque financier, le risque social, tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, tout ce qui est lié aux catastrophes style comme tout ce qui peut être lié tout ce qui est lié aux catastrophes en fait naturelles. Et enfin, si je peux encore choisir un autre factorisation, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est supply chain, évidemment, là aussi, il s'agit d'être dans un pays proche de tout ce qui est supplier, proche du marché qu'on va attaquer et être sûr que tout ce qui est infrastructure est tout à fait bien solide. La crise Covid va un peu changer ces paramètres ou en tout cas la façon dont les entreprises vont considérer certains facteurs de localisation. Tout d'abord, le facteur de localisation lié à tout ce qui est supply chain va être de plus en plus important. On a tous entendu le fait que de très nombreuses entreprises étaient trop dépendantes de tout ce qui est Asie, de tout ce qui est Chine. On a vu une entreprise dont 80% de leur production était en fait dépendant de pièces qui étaient fabriquées dans ces pays-là. Et donc, il va y avoir une urgence pour de nombreuses entreprises à voir comment pallier à ce fait et comment s'assurer que dans leur nouveau site, eh bien, cette dépendance vis-à-vis de l'Asie et de la Chine, évidemment, pourrait être en fait diminuée. Il y aura aussi un impact, la crise Covid va aussi forcer l'entreprise à s'appesantir encore plus sur la partie talent. S'assurer que lorsqu'on va dans un nouveau bassin d'emploi, ce talent est bien là et ce talent est bien agile, c'est-à-dire peut être affecté à des tâches plus diverses qu'auparavant. La crise Covid va aussi forcer l'entreprise à faire un peu plus attention aux desiderata et aux politiques mises en place par certains pays. On a déjà entendu certains pays comme la France, comme l'Allemagne ou comme le Japon passer des messages très clairs à certaines de leurs entreprises sur le fait qu'il n'est pas admissible qu'une partie de leur supply chain soit en dehors de tout ce qui est Europe, y compris Afrique du Nord, et donc des messages très clairs pour un certain reshoring ou un certain nearshoring, afin que pour des biens essentiels, pour de nombreuses entreprises, les flux soient encore assurés et ne dépendent pas de pays trop éloignés. Il y aura effectivement un impact de la crise Covid sur la façon dont les entreprises vont analyser les risques de façon beaucoup plus à fond.
Avant, ces risques étaient peut-être plus une partie de box ticking, mais désormais, avec ces risques nouveaux qui sont apparus, l'analyse des différents risques sera encore plus faite en détail. Et enfin, la partie site, il y a une tendance maintenant à ce qu'on voit dans les nouveaux sites, dans les tout nouveaux projets que l'on gère. On voit les entreprises qui maintenant vont développer des sites un peu plus importants pour s'assurer qu'à l'avenir, il n'y ait non seulement assez de place pour des activités qui étaient déjà prévues, mais pour d'autres activités qu'il faudra rapatrier à plus ou moins long terme d'autres pays plus donc éloignés. Dans cette crise Covid va aussi avoir un impact et même s'il y a le côté émotionnel qui est encore présent, la dimension coût va être de plus en plus importante puisque de nombreuses entreprises vont être en difficulté ou sont en difficulté et vont chercher à la sortie de la crise donc s'assurer que les coûts opérationnels vont être encore faibles et dans ce domaine-là, il est clair que des implantations même de reshoring en Europe de l'Ouest, par exemple, où les coûts seront plus importants, vont être mises en balance avec d'autres pays. La façon donc traditionnelle avec laquelle les entreprises faisaient leur choix entre les pays et sites va donc évoluer. Il y aura plus d'impact, il y aura plus d'importance qui va être dédiée donc aux aspects de tout ce qui est supply chain, de tout ce qui est site, de tout ce qui est environnement réglementaire. La partie talent, on en a parlé, et la partie coût. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce nouveau paradigme, la position de la Tunisie, et de façon peut-être paradoxale, va sans doute être améliorée dans cet échiquier, puisque même si tous ces éléments ne sont pas au vert, la Tunisie va apporter quand même pour l'ensemble de ces facteurs de localisation qui seront étudiés par les pays, par les entreprises ou par leurs conseillers, eh bien, tous ces facteurs de localisation qui seront importants et qui seront considérés par les entreprises, eh bien, ces facteurs sont présents de façon de plus en plus positive en Tunisie. Si l'on s'appesantit un petit peu ou si l'on prend les parties coûts, il est clair, et Issam l'a dit, et Sibylig aussi l'a dit, les coûts en Tunisie sont maintenant de façon importante bien inférieurs à certains pays en Europe de l'Est ou à certains pays d'Afrique du Nord. Et c'est pas simplement, on n'est pas toujours à la recherche des meilleurs coûts, mais en plus, quand la partie talent suit, et ça c'est un aspect extrêmement important que les entreprises vont prendre de plus en plus en considération vu le manque de talent qualifié notamment qu'on a et qu'on découvre tous les jours, que ce soit en Europe de l'Est ou dans certains pays d'Afrique du Nord, eh bien, ce talent-là, ce talent qualifié, ce talent éduqué est bien présent en Tunisie. Et cette partie-là va évidemment attirer de plus en plus l'attention de nombreux investisseurs internationaux. Vous avez la partie supply chain qui sera importante. Issam l'a dit, la Tunisie sera évidemment très bien placée pour toutes les entreprises qui voudront écourter leur supply chain par rapport à des pays comme l'Asie. Et en plus, l'accès privilégié de la Tunisie à l'Europe facilitera aussi la décision d'entreprises qui devront créer des mini-sites étant un intermédiaire entre les sites qu'ils ont en Asie et les sites ou le marché final en Europe.
Après, la partie risque, comme on le sait tous, les dernières années ont été des années de progrès très intéressants en Tunisie. Et là encore, les industriels sont de plus en plus intéressés par ces progrès qui ont été faits et qui font de la Tunisie un pays encore plus stable, etc. Donc, je vais pas, comme le temps presse maintenant, je ne vais pas reprendre tous ces facteurs de localisation, mais c'est très intéressant et c'est très important de faire comprendre aux investisseurs que pour leurs nouveaux investissements, eh bien, la crise Covid va sûrement ouvrir l'appétit à de nombreux entrepreneurs de mieux considérer et de plus considérer la Tunisie comme investissement dans les années à venir. Merci. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais comme d'habitude, nous sommes évidemment ouverts à toutes vos questions. Habib. Merci Olaf. Donc, on va récapituler. Donc, moi, je vais en fait partir de la présentation d'Aïssam, le patron de Bontaz, pour faire un récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Donc là, vous avez vu qu'un dirigeant d'une entreprise française installée en Tunisie, il est tunisien, il a fait ses études dans une université tunisienne. Donc là, qu'est-ce qu'on déduit? C'est la bonne qualité de la formation dans les universités tunisiennes. Donc là, d'où mes prédécesseurs, Balir, Olaf et Aïssam, sur la qualité de la formation qui est dispensée en Tunisie. Le deuxième point, c'est que le site de Bontaz a été référencé par la plupart de leurs clients et constructeurs. Donc, et également, il est considéré comme le site le plus compétitif des usines du groupe Bontaz. Là, ça conforte ce qu'on vient de vous dire, comme quoi on a des coûts très compétitifs en Tunisie. J'ajouterai dans un autre secteur, dans le secteur aéronautique, maintenant Zodiac Aerospace, qui maintenant s'appelle Safran, un des dirigeants du groupe Zodiac Aerospace l'a déclaré donc, dans une réunion lors du Salon du Bourget, comme quoi le site tunisien est le site le plus compétitif au monde. Pour vous montrer aussi, si vous voulez, les coûts attractifs en Tunisie. Éventuellement, et je vais terminer par là, vous avez vu qu'en période de crise, Bontaz va faire une extension en Tunisie, donc il croit donc aux capacités du site Tunisie, mais aussi la référence importante, c'est que vous avez vu dans la présentation d'Aïssam que Bontaz évolue de plus en plus vers la recherche et développement. 80 personnes sont dédiées à cette activité. Et la conception des process de tous les usines du groupe maintenant se fait en Tunisie. Et c'est là maintenant où la Tunisie veut aussi aller pour les prochaines années, surtout vers tout ce qui est recherche et développement, parce qu'il y a des talents donc à ce niveau. Très rapidement, puisqu'il nous reste uniquement une minute, j'inviterai les présents qui ont des questions donc à nous envoyer par mail leurs questions et on sera ravis de leur renvoyer les réponses adéquates et éventuellement, pour ceux qui souhaitent avoir les présentations, on est ravis aussi, on sera ravis de leur envoyer. Entre-temps, s'il y a parmi, il nous reste 1 ou 2 minutes, s'il y a des questions, qu'ils se présentent. Balir. Merci Habib. Rapidement, donc j'aimerais bien insister sur le fait que le site Tunisie est une destination nearshore par excellence et offre une option best cost, comme vous l'avez mentionné, exceptionnelle, étant donné dans ces moments un peu difficiles. Donc on ne peut pas trouver les deux ensemble. Donc la Tunisie peut l'offrir aujourd'hui avec une meilleure performance, donc en termes de qualité, grâce à l'existence d'un vivier de compétences réelles. Donc, c'est une réalité, les compétences sont là, le coût, il est là, il est très compétitif, l'offre foncièrement suit, donc il n'y a pas de raison donc, de ne pas considérer la Tunisie. Donc, et là, j'invite aussi bien les entreprises françaises établies
donc de voir les possibilités d'extension. Et j'invite celles qui projettent une implantation future pour leurs besoins de développement et de leurs activités, de s'adresser à l'ETIA, donc qu'on est disposé à les encadrer dans leur démarche. Voilà, donc un message de conclusion très rapidement. On est là, on vous attend. Merci. Merci beaucoup donc à nos panélistes et à ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc là, certains participants nous ont envoyé des mails donc sur certaines questions et souhaitent recevoir les présentations. On va leur envoyer. On va faire donc un suivi de cette présentation. Et je vous remercie, notamment tous les participants et tous les panélistes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci.